le mois dernier, nous évoquions ensemble l'affaire Stavisky et, ayant refermé cette émission sur la mort de Stavisky, je vous disais qu'au fond, l'affaire Stavisky commençait le lendemain de la mort de Stavisky. Et je vous annonçais que, justement, pour essayer d'aller plus loin, de chercher les causes, les raisons de cette affaire, j'évoquerai ce mois-ci le second volet, en quelque sorte, de l'affaire Stavisky, mais qui est une affaire indépendante pourtant, et qui est l'affaire Prince. Or, ayant annoncé l'affaire Prince, j'ai eu l'heureuse surprise de recevoir aussitôt des propositions de communication. Et c'est ça, finalement, la télévision, c'est cette communication entre vous et nous. Et je dois dire que les informations qui m'ont été communiquées sont intéressantes. C'est ainsi que M. Viette de la Rivagerie m'a proposé les documents du président Lescouvet, les papiers personnels du président Lescouvet, qui était premier président de la Cour de cassation et qui a fait toute l'enquête sur l'affaire Prince et l'affaire Stavisky. C'est ainsi que M. Didier Durand, qui était à l'époque chef de cabinet du garde des Sceaux, a pu évoquer de très intéressants souvenirs à mon intention. C'est ainsi que maître Suzanne Blum m'a expliqué le mécanisme des avocats de Stavisky. C'est ainsi que Gilbert Guilleminault m'a ouvert les archives du journal. C'est ainsi que d'autres encore, comment les nommer tous? Par exemple, ce sont les journalistes Armand-Henri Flash et Edmond Tourgis qui étaient là non seulement au moment de l'affaire Stavisky, mais également au moment de l'affaire Prince, et qui m'ont dit des choses bien intéressantes aussi sur Dijon, sur l'affaire Prince. Et puis, c'est également Robert Laffont, l'éditeur, qui ce matin même me téléphonait pour me donner une information que je crois assez considérable et qui formera la conclusion de cette émission. Alors, à tous, merci, mais grâce à vous, j'ai donc entrepris pendant un mois une enquête face à cette très difficile affaire. Car comment se faire une opinion sur l'affaire Prince? Eh bien, nous allons quand même essayer, vous et moi, de nous faire cette opinion. Nous allons essayer de chercher la vérité, ou tout au moins une vérité. Le 20 février 1934, 21 h, une locomotive arrive au dépôt de Périgny, qui est le dépôt des machines de Dijon. Elle est conduite par le mécanicien Chaussard. Chaussard conduit sa machine sur la fosse, comme le prescrit le règlement. C'est là qu'il doit en examiner les rouages. Il descend dans la fosse et, avant de descendre, il aperçoit là devant, sur le crochet d'attelage à 80 cm du sol, des traces de matière cervicale. Un peu plus loin, attaché à la timonerie de la machine, il aperçoit un cache-colle blanc maculé de sang. Et un peu plus loin encore, sous le tender, une guêtre. C'est l'époque où, vous le savez, les hommes portent des guêtres. Alors il a immédiatement la certitude que la locomotive a écrasé quelqu'un. Il avertit ses chefs, on prévient les gardes-voies entre Dijon et La Roche-Migène, trajet qui avait été suivi par le train que traînait cette locomotive, et les gardes-voies partent chacun sur leur tronçon de voie avec une lanterne à acétylène à la main. Et au kilomètre 112, non loin de Dijon, au lieu dit la Combe-aux-Fées, le garde-voie Boissé retrouve le garde-voie Boisselet. Ils continuent, ils n'ont rien trouvé encore. Et tout à coup, ils s'arrêtent. Là, dans le rayon de leur lampe à acétylène, ils viennent de distinguer une tête. Et c'est affreux, cette tête. Elle est sanglante, hideuse. Tout ce qu'on peut imaginer d'une tête qui provient d'un accident de chemin de fer. 8 mètres encore, et ils trouvent un pardessus et un chapeau. 10 mètres encore, et c'est le corps, allongé au milieu de la voie, curieusement à l'inverse du trajet qu'avait suivi le train, puisque les pieds sont vers Dijon, les pieds écrasés, corps tronqué,
Bien sûr, il n'y a pas la tête, et puis il manque également le bras droit qui gît entre les deux voies, sectionné. Moment d'émotion de Boissé et de Boisselet qui traînent le corps tant bien que mal sur le bas-côté de la voie, sur ce qu'on appelle la banquette, et puis l'un des deux s'en va téléphoner au prochain poste. À 2h50, la gendarmerie, c'est-à-dire 2 gendarmes, arrivent, munis, eux, de lampes électriques. Ils examinent le corps, s'aperçoivent que la poche revolver du pantalon a été retournée et que le portefeuille manque. Ils trouvent dans une poche une carte de visite au nom d'Albert Prince, 6 rue de Babylone à Paris. Et puis un peu plus loin, ils trouvent une montre sans aiguille, et puis un dentier. Et ce n'est que quand le jour se lèvera qu'ils verront toujours un peu plus loin une serviette. Et dans cette serviette, une enveloppe. Une enveloppe ouverte, adressée à M. Albert Prince, conseiller à la Cour, 6 rue de Babylone. C'est une convocation du président Lescouvet, du premier président de la Cour de cassation. Alors les gendarmes, immédiatement, disent « Bon sang, un magistrat, qu'est-ce qu'on va dire au parquet ?» Et il arrive, le parquet. Il arrive à 8h30. Il y a là le juge d'instruction Rabu qui va être chargé de l'affaire, 2 autres magistrats, le médecin légiste Morlot, et puis le procureur général Durand, qui est un ami personnel du conseiller Prince. Dès qu'on a trouvé son identité, les gendarmes ont téléphoné, on a averti Durand, et Durand reconnaît ce qui reste de son ami, et il ne peut pas retenir ses larmes, il pleure. Alors voilà. Un corps sur une voie ferrée, un cadavre tronqué, mais comment est mort le conseiller Prince? S'est-il jeté au devant de la locomotive? A-t-il attendu la mort, et dans ce cas c'est un suicide? Ou bien l'a-t-on porté sur la voie, et dans ce cas c'est un assassinat? C'est ainsi que se pose la question de l'affaire Prince. Et apparemment, voyez-vous, ça pourrait être considéré comme un fait divers, une énigme judiciaire, comme il y en a un certain nombre dans l'histoire. Bon, très bien, assassinat, suicide, ça ne va pas plus loin. Une histoire à élucider. Mais ça va beaucoup plus loin, justement. L'affaire Prince, c'est tout à coup la France divisée en deux. Parce que, selon qu'on choisit l'assassinat ou selon qu'on choisisse le suicide, eh bien, on va mettre en cause ou non le régime. L'affaire Prince, c'est un immense scandale. Il y a, je crois, 3 grands scandales dans l'histoire de la Troisième République. Il y a l'affaire de Panama, il y a l'affaire Dreyfus, et puis il y a le scandale Stavisky-Prince. Et oui, voilà le nom prononcé, le nom de Stavisky. Je vous disais bien, et je le répète, que l'affaire Stavisky commence le jour de sa mort, le 8 janvier 1934, car ce jour-là, déjà, le ministre des colonies Dalimier, compromis avec Stavisky, démissionne. Et déjà l'indignation monte. Parce que chaque jour, les Français apprennent quelque chose de nouveau sur Stavisky. Et par exemple, ils apprennent que Stavisky, devenu Alexandre, était sous le coup de poursuites correctionnelles graves. Il avait fait 15 mois de prison, il était sorti pour une liberté médicale, mais il devait passer devant le tribunal correctionnel. Et il encourait plusieurs années de prison. On lui reprochait un recel de titres volés, on lui reprochait des chèques sans provision, on lui reprochait des escroqueries pour plusieurs millions.
Et on apprenait ça aux Français. Et on leur apprenait que cet homme, sous le coup de poursuites correctionnelles, avait pu édifier ces fabuleuses escroqueries et menacer l'épargne française. Alors, le Français moyen, qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là? Il dit, mais enfin, comment l'a-t-on laissé faire? Et son affaire, elle n'est donc jamais venue devant le tribunal. Mais si, elle est venue. Elle est venue dès 1927, dès l'année de sa libération. Mais quand elle est venue, les avocats ont demandé une remise et l'ont obtenue. C'était 3 mois de gagné, et puis l'affaire est revenue encore, et puis on a encore demandé une remise. On a obtenu cette remise. Et savez-vous combien Stavisky a obtenu de remises entre 1927, année de sa libération de prison, et 1934, année de sa mort? 19 reprises. Pendant toutes ces années-là, l'affaire est revenue régulièrement devant le tribunal, et régulièrement, on a obtenu des remises avec d'ailleurs l'accord de la partie civile, parce qu'entre-temps, Stavisky remboursait. D'accord, la partie civile acceptait la plupart du temps, mais le substitut, lui, qui représente le gouvernement, est-ce que ce substitut n'avait pas des raisons, au bout d'un certain temps, de s'étonner devant ces remises répétées, de dire comment voilà un homme qui encourt des condamnations, un homme qui a commis des délits importants, cet homme est libre, cet homme est en liberté, et on va le laisser en liberté. Eh bien, le substitut, jamais, au cours de ces 19 remises, n'est intervenu. Et voilà ce qu'on apprenait aux Français. Alors, les Français se posaient la question, ils disaient, mais enfin, la police, la police, qu'est-ce qu'elle faisait pendant tout ce temps-là? Les policiers connaissaient Stavisky, savaient que c'était un repris de justice, un homme de la pègre, du milieu, savaient tout ce qu'il avait fait depuis son adolescence. Mais est-ce que la police a laissé faire, a laissé se développer l'affaire de la foncière, l'affaire des bons de Bayonne, sans signaler que Alexandre, c'était Stavisky? Eh bien, si, voyez-vous. La police a fait son métier. La police a signalé au parquet que Alexandre, c'était Stavisky, et il y a eu un rapport Pachot, du commissaire Pachot, un rapport de l'inspecteur Cousin, un rapport de l'inspecteur Gripois, et même Pachot est venu au parquet à 2 reprises, insister, il a envoyé des lettres, il a dit enfin, comment se fait-il que nos rapports restent lettres mortes, comment se fait-il qu'on n'a pas l'air de s'occuper de nos rapports, mais enfin nous signalons que Alexandre, c'est Stavisky, et qu'il est dangereux, et que c'est un homme dangereux, un repris de justice, que l'on laisse par exemple lancer un emprunt de 100 millions d'obligations pour la foncière. Alors on annonçait ça aux Français, qui disaient, mais enfin, si la police a fait son devoir, c'est donc le parquet qui n'a pas fait son devoir, puisque la police faisait ses rapports au parquet. Et qu'apprenait-on aux Français en même temps? Eh bien que le chef de ce parquet, c'était le procureur de la République Pressard, et que ce procureur de la République n'était autre que le beau-frère de Camille Chautemps, le président du Conseil en exercice. Alors c'était beaucoup pour les Français. On avait déjà arrêté 2 députés, on avait arrêté Garat et Bonnor. 2 autres étaient mis en cause, l'avocat Andréès et l'avocat Anatole de Monzy, avocats tous les 2 de Stavisky, et tous les 2 parlementaires, et tous les 2 anciens ministres. Dalimi avait démissionné, voilà que Reynaldi, autre ministre de gouvernement compromis, lui, avec l'escroc Sakazan, ami de Stavisky, allait démissionner aussi. Est-ce que ce n'en était pas trop? Et il suffit de feuilleter, comme je l'ai fait, les collections de journaux de cette époque, pour sentir monter la colère. Une colère que l'on peut dire sainte, une sainte colère, et c'est toute la France qui est en colère. Et Chautemps le sent très bien, qui le 27 janvier démissionne. Mais déjà on manifeste dans la rue. Déjà les anciens combattants annoncent qu'ils ne laisseront pas leur France, la France qu'ils ont cru régénérer en 1918, qu'ils ne la laisseront pas aller vers la corruption, vers le vol organisé. Ils veulent autre chose. Et puis les partis politiques, et puis les ligues, et puis la gauche, car enfin, il faut bien dire que c'est toute la France qui est en colère. C'est bien sûr la droite, mais c'est la gauche aussi. La CGT réclame de la justice, davantage de justice. Et c'est alors que Daladier est appelé pour remplacer Chautemps. Daladier devient président du Conseil, élargit le ministère, et en même temps, comme il a besoin d'avoir les voix socialistes, leur sacrifie le préfet de police Chiappe, Jean Chiappe, qui est préfet de police depuis 7 ans, que les Parisiens apprécient, qui est aimé des agents de police en tout cas, et il sacrifie Chiappe
à qui l'on propose la résidence générale au Maroc. En même temps, on sacrifie Thomé, directeur de la Sûreté Générale, à qui on propose le poste d'administrateur général de la Comédie Française. Évidemment, c'est un petit peu comique de voir ce policier à la Comédie Française. Les comédiens français protestent d'ailleurs, mais également à Paris, on proteste contre le renvoi de Jean Chiappe. Et les anciens combattants, auprès de qui Chiappe est populaire, protestent solennellement en disant « Nous ne voulons pas que l'on renvoie Chiappe ». Et le conseil municipal proteste contre cette atteinte au droit de Paris et demande le rappel de Chiappe. Et de toute façon, on annonce qu'une grande manifestation aura lieu le 6 février 1934, une manifestation qui permettra aux anciens combattants de défiler aux Champs-Élysées et de réclamer autre chose. Le 5 février, l'Action française appelle à l'émeute, c'est le mot qui convient, le journal paraît en appelant à l'émeute. Et la journée du 6 février commence. C'est à 15 h que Daladier doit se présenter devant la Chambre, doit présenter son nouveau gouvernement. Il y a 40 interpellations d'annoncées. Mais déjà, dès 12h30, on barre le pont de la Concorde, parce qu'on sait que c'est sur la place de la Concorde que l'assaut de la foule parisienne sera donné contre le Palais Bourbon. Et déjà, au début de l'après-midi, des manifestants commencent à prendre position sur le cours La Reine, sur la terrasse des Tuileries et place de la Concorde. Et à mesure que la journée s'avance, que l'après-midi s'avance, il y a de plus en plus de manifestants, des métros entiers de manifestants qui arrivent, qui déversent des torrents de manifestants, et la place est maintenant noire de monde quand il est 16 h, et que le soir tombe. Déjà avant, il y a eu des échauffourées. On a lancé des projectiles sur la force publique, c'est-à-dire des milliers d'agents de police, des milliers de gardes mobiles qui forment un barrage qu'on espère infranchissable en travers du pont de la Concorde, avec des camions, avec des voitures de police. Mais à mesure que la pression augmente, que la force augmente, l'inquiétude grandit. Du côté des forces de l'ordre, du côté de Bonnefoy, Sifour, le nouveau préfet de police, celui qui a succédé à Chiappe. À 17 h, ce sont les conseillers municipaux qui arrivent de l'hôtel de ville. Ils viennent à la Chambre, ils veulent parler aux députés. Ils se heurtent à la force publique. Et la force publique charge. On les matraque. On déploie une violence inouïe. Et voilà les conseillers municipaux qui sont étendus sur le sol, certains le crâne ouvert. Et ce matin, c'est le déchaînement de la violence. Ce déchaînement de la violence qui va se traduire sans cesse par des opérations qui monteront plus loin, vers un paroxysme plus loin. On ordonne à la force mobile de dégager la place. Alors voilà les gardes mobiles qui pénètrent dans la foule avec leurs chevaux, qui tournoient, suivant une vieille tactique, avec leurs chevaux dans la foule. Mais des jeunes gens ont lancé des billes d'acier qui roulent sur le sol, et les chevaux s'abattent sur ces billes d'acier. D'autres ont attaché des rasoirs à des cannes et tranchent les jarrets des chevaux qui s'abattent également. La pression de la foule est si grande à la fin de l'après-midi que on peut craindre le pire. Et à ce moment-là, Daladier obtient justement sa majorité. À 19h15, Marchand, directeur de la police, sent qu'il faut faire quelque chose. Et il s'avance avec un clairon et fait les sommations d'usage. Les notes du clairon tintent dans la nuit. La foule ne se préoccupe pas. Et tout à coup, juste après, les premiers coups de feu. D'où sont-ils partis? On ne le sait pas. Certains ont dit que c'était du cours La Reine ou bien des terrasses des Tuileries. D'autres ont dit que c'était les gardes mobiles qui avaient tiré les premiers. On ne sait pas. En tout cas, dès les premiers coups de feu, la brigade mobile, les gardes mobiles répondent. C'est une rafale. Et de cette rafale, il reste 7 cadavres et 40 blessés. À 20h15, 2000 croix de feu, les hommes du colonel de la Roque arrivent par le quai de Solferino, par la rue de Babylone, et ils s'approchent d'un barrage de police. Vont-ils passer? Ils peuvent passer. Ce barrage de police à cet endroit-là est faible.
mais on parlemente. Un officier de police supplie les chefs des croix de feu de réfléchir. On va téléphoner au colonel de Larocque. Le colonel de Larocque, à la grande surprise de tous, ordonne un demi-tour. Les croix de feu n'iront pas plus loin. Mais à 20h30, 20 à 30 000 anciens combattants arrivent par les Champs-Élysées. Ils vont marcher sur la place de la Concorde. Ce sont des renforts inespérés pour les manifestants. On arrive à les détourner à la hauteur du carrefour Marigny, vers la place Beauvau, vers l'Élysée. Ils acceptent, heureux d'aller manifester à l'Élysée. Et place Beauvau, la force publique qui protège l'Élysée, justement, les disperse. Ils sont perdus pour l'émeute. Il y a une accalmie, un autobus qui arrive et qu'on va brûler. Et puis, vers 22h30, de nouveau la violence, de nouveau la bagarre, de nouveau la foule, et les cris qui scandent depuis 4 heures de l'après-midi. Voleurs, assassins, voleurs, assassins, voleurs, assassins. Et à 23h30, un ordre nouveau, dégagez la place. Et de nouveau, les gardes mobiles, et cette fois, ils ont leurs mousquetons. Le premier tir avait été fait au revolver, le deuxième l'est au mousqueton. Ils dégagent la place. Et cette fois, il y a 22 morts. Et 1500 blessés. 1500, dont plusieurs, dont de nombreux grièvement. Du côté des forces de l'ordre, à la fin de cette journée, il y a un mort. Et 400 blessés. Elle a failli vaciller, la République. Elle a vacillé. Mais elle a failli peut-être mourir ce jour-là. En fait, il n'y a pas eu complot. Comme l'a si bien montré M. Jacques Chastenay dans son histoire de la Troisième République. Il n'y a pas eu complot. Il y a eu manifestation, une manifestation d'une violence spontanée. Les chefs ne se sont pas concertés, il n'y a pas eu de chef. Daudet, Léon Daudet, le chef de l'Action française, était à Bruxelles pour une conférence. Mais il y a eu indignation spontanée. Alors au lendemain du 6 février, on essaye de panser les blessures. Daladier est obligé de démissionner s'il est liquidé par l'émeute. Et le président de la République appelle Gaston Doumergue, qui va fonder, l'ancien président de la République, très populaire, qui va fonder un gouvernement d'unité nationale, un gouvernement de salut public, comme on dit. Et ce gouvernement va nommer une commission d'enquête qui doit se réunir le 27 février, une commission d'enquête sur l'affaire Stavisky. Mais le 9 février, il y a une nouvelle manifestation dans Paris, de colère, et aussi d'appel à l'antifascisme. Elle est organisée par les communistes, et cette fois, de nouveau, la police intervient, il y a de nouveau des morts. Et le 12 février, c'est 2 immenses manifestations qui vont de la porte de Vincennes à la Nation. L'une est socialiste, l'autre est communiste. Et ces 2 manifestations se réunissent. Blum étreint Thorez, Jouot étreint Duclos. Et au soir de ce 12 février, on décide d'une unité d'action. On commence à envisager une unité d'action qui se précisera pendant les mois qui viennent. Et au bout de la route, il y aura le Front populaire. Et oui, il est bien né de cela aussi, le Front populaire. Alors, 27 février, réunion de la commission d'enquête. Mais comment Gaston Doumergue, le nouveau président du Conseil, pourrait-il imaginer un instant que 7 jours avant la réunion de la commission d'enquête, le conseiller Prince serait trouvé mort sur le ballast à la Combe-aux-Fées. Alors qui est-il, ce conseiller Prince, et comment et en quoi est-il mêlé à l'affaire? J'ai rencontré, je l'ai dit, M. Raymond Prince, le fils du conseiller Prince, qui a fait le voyage de Paris spécialement pour venir m'informer. Je l'en remercie. Grâce à lui, c'est le personnage que j'ai vu se dessiner. Famille de magistrats, début comme juge suppléant à Saint-Amand-Montrond avant la guerre 14. Il se marie en 1912, il a un fils, Raymond Prince, en 1913, et puis c'est la guerre. Il l'a fait comme tout le monde. Il l'a fait bien. Verdun, le chemin des dames, et puis il est fait prisonnier. Après la guerre, il est procureur général auprès de la cour interalliée de Haute-Silésie, en Allemagne. Il y reste assez longtemps pour se faire détester par les Allemands, estimé mais détesté. Sa tête est mise à prix par un groupe nationaliste allemand, la Sainte-Vême, et puis il revient en France. Il siège à Troyes, et puis il est nommé en 1926
à la section financière du parquet de la Seine. En 1928, il sera chef de cette section financière. Cela dure jusqu'en 1931, où il est nommé conseiller à la Cour. Il siégera aux assises. Une vie toute simple, la vie d'un magistrat. Et pourtant, la vie du conseiller Prince va changer très exactement le 8 janvier 1934. Ce jour-là, il siège, il est appelé, il doit quitter son siège, il est appelé par le premier président de la Cour d'appel, le président Eugène Dreyfus, et arrivant dans le bureau du président Dreyfus, il y trouve le procureur de la République Pressard, deux autres magistrats. Et aussitôt des questions. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé pour vous en juin 1931? Il ne s'en souvient pas. Vous ne vous souvenez pas que vous ont été remis en 1930 et 1931 des rapports. Le rapport Pachot, ça ne vous dit rien. Le rapport Grippois, ça ne vous dit rien. Le rapport Cousin, c'est une sorte d'inquisition. Et il ne comprend pas parce que tout ça ne lui dit pas grand-chose. Il y a tant d'affaires à la section financière. Alors il ne répond pas et Pressard lance « Vous manquez de réflexe, mon cher ami ». Et alors là, Prince, qui est un homme pour qui compte beaucoup les égards, la courtoisie, les convenances, Prince reçoit cela comme une insulte. Il dira à sa famille, il a été grossier avec moi, j'aurais dû le gifler. Mais ça commence. Ça commence pour lui parce que, en fait, Prince est le magistrat du parquet qui a été le plus étroitement mêlé à l'affaire Stavisky. Parce que ces rapports dont je vous parlais tout à l'heure, ces trois rapports de ces policiers honnêtes, obstinés, qui faisaient leur métier, qui disaient « mais enfin, écoutez-nous », ces policiers qu'on n'avait pas écoutés, bien ces rapports, c'était sur le bureau du substitut Prince qu'ils étaient déposés. Quand Pachot était venu à 2 reprises au parquet pour dire « mais enfin, nous envoyons des rapports et on ne nous en parle pas et on ne fait rien », mais c'est Prince qu'il était venu voir. Alors voilà toute la question. Allait-on le mettre en accusation? Si en effet il avait reçu ces rapports, et que de lui-même il les avait étouffés, pour des raisons qu'on comprend mal, on l'a accusé, on a parlé de chantage, de pression inqualifiable, les interventions des avocats parlementaires, et ça c'était très grave. Imaginez ce que pouvait faire à cette époque un avocat qui avait été ministre, qui était député, qui allait peut-être redevenir ministre, peut-être garde des Sceaux, qui entrait dans le bureau d'un magistrat, et qui disait, vous savez, je tiens beaucoup à une remise. On a bien le magistrat qui n'était peut-être pas toujours courageux. Il y avait de grands magistrats courageux, mais il y en avait d'autres qui étaient des hommes faibles, comme beaucoup d'hommes, et qui disaient, bah oui, mais dans 3 mois, il sera peut-être garde des Sceaux, et mon avancement. Alors oui, on a parlé de cela. On a parlé de chantage. Mais peut-être était-ce tout simplement de la légèreté, ou bien encore, n'avait-il pas donné à ces rapports l'importance qu'ils avaient? On peut penser à tout cela, mais enfin tout de même, là, le conseiller Prince, le substitut Prince avait été au cœur de l'affaire. À moins qu'il ait transmis ces rapports à son supérieur, à moins qu'il ait transmis ces rapports au procureur de la République, Pressard, le beau-frère de Chautemps. Or, écoutez bien ceci, nous sommes au nœud de l'affaire. Pressard va dire qu'il n'a jamais reçu les rapports des mains de Prince, et Prince va dire qu'il a remis les rapports à Pressard, et c'est ça, c'est toute l'affaire Prince. Il faut dire que Prince n'a pas dit ça tout de suite. Le 31 janvier, il est appelé dans le bureau de Pénancier, le garde des Sceaux, et il est confronté avec Pressard. Et interrogé par le garde des Sceaux, « Avez-vous bien reçu des rapports de policiers ?» Il répond « Oui. » « Les avez-vous remis à Pressard ?» Il répond « Non. » Et le lendemain, 1er février, dans le bureau de Pressard, en présence d'un magistrat qui en témoignera,
De la même manière, quand Pressard lui dira « Mais enfin, moi, je ne me souviens de rien. Mais vous, Prince, est-ce que vous vous souvenez? Vous m'avez remis des rapports ?» Eh bien, Prince dira « Non. » Et ça, c'est certain. Et puis, le 15 février, il est convoqué par le premier président Lescouvet, premier président de la Cour de cassation, chargé par le gouvernement d'une enquête. Il entre dans le bureau de Lescouvet. Et il déclare en rentrant « Monsieur le Premier, je viens libérer ma conscience. » Eh bien, parlez, monsieur. Eh bien, voilà, je vais dire la vérité maintenant. Ces rapports de police, je les ai remis moi-même à monsieur Pressard. J'ai attiré son attention sur ces rapports. Il m'a dit « Laissez-les-moi, je vais les montrer. » Étant donné l'importance de l'affaire, je me suis dit « Eh bien, à qui va-t-il les montrer? Peut-être au garde des Sceaux. » Et puis j'attendais toujours qu'il se passe quelque chose, et puis rien ne s'est passé. Puis des semaines, puis des mois. Puis j'étais dans le bureau de monsieur Pressard. Il cherchait des papiers dans son tiroir. Puis tout à coup, il est tombé sur les rapports de police, qui n'avaient pas quitté son bureau depuis que je les lui avais remis. Alors il me les a tirés négligemment de ce bureau, me les a tendus. Au fond, Prince, allez classer ça dans le dossier Stavisky. Donc cette fois, Prince accuse. C'est très grave, et Lescouvet le sent bien. Il dit, vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais naturellement, monsieur. Et d'ailleurs, j'ai des documents chez moi, j'ai des pièces qui prouvent tout ce que j'avance. Eh bien, il faudra les montrer. Je les montrerai, monsieur le Premier. Alors faites-moi un rapport écrit. Nous sommes le 15, donnez-moi ça le 18. Alors, le 16 février, Prince rencontre des amis qui en ont témoigné. Il paraît rasséréné, alors qu'il était fort excité et abattu les jours d'avant. Il dit même à l'expert Cojol, l'un de ses amis, « J'ai 2 lettres de Pressard qui l'accablent et qui me lavent. Je voudrais faire photographier ces lettres par Sagné de l'identité judiciaire. Crois-tu que ce soit possible ?» Et Cojol dit « Je vais intervenir. » Et en effet, il intervient et Sagné est tout à fait d'accord pour photographier les lettres. Alors le 18, Lescouvet attend le rapport de Prince. Il ne le reçoit pas. Mais le 19, il reçoit une lettre d'excuse disant que Prince a eu besoin de réunir des informations nouvelles, de fouiller dans les archives et qu'il donnera rapidement son rapport. Le 20, Lescouvet, qui n'a toujours rien reçu, envoie son secrétaire à la cour d'assises pour demander à M. Prince s'il va enfin donner son rapport. Mais là, on lui dit, M. Prince n'est pas venu siéger, il a été appelé d'urgence à Dijon auprès de sa mère malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, le 20 février pour Prince? Il est sorti de chez lui à 10h40, comme la cour d'assises siège à 13h. En général, il arrive à 12h30 au palais. Il est obligé donc de déjeuner très tôt. Il fait une promenade, il va à pied au palais, il va par les quais, il fait quelques courses, il arrive à 12h30. Il part en général vers 10h30, 11h moins le quart. Et là, il est parti à 10h40. Il était avec son fils, qui était alors élève à l'école des sciences politiques, et Prince a décidé de faire un pas de conduite à son fils. Ils sont allés ensemble jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Là, il a rencontré un ami qui l'a plaisanté, qui lui a dit « Alors, les conseillers sont en balade? Ça ne travaille pas, les conseillers. »« Eh bien, et vous ?» a dit l'autre, a dit Prince. Tout ça sur un ton de grande gaieté, de tout à fait relax, décontracté. Et puis il a quitté son fils, lui a dit « Écoute, essaye d'arriver en retard, de ne pas arriver en retard à table, au déjeuner, ne fais pas attendre ta mère, ne t'attarde pas avec tes camarades. » Et puis il m'a dit « Raymond Prince, il m'a fait un petit signe de la main. Je n'ai pas revu mon père vivant. » Parce que quelques minutes après qu'il ait quitté le domicile de la rue de Babylone, à 10h40, le téléphone a retenti. C'était une voix étrangère qui a... Madame Prince a pris l'appareil. « Ici, le docteur Allinger, a dit l'inconnu. J'appelle de Dijon parce que la mère de Monsieur Prince est très malade. »« Ah, dit Madame Prince, oui, elle a une occlusion intestinale, on envisage l'opération. Il serait opportun que Monsieur Prince veuille bien venir aujourd'hui même à Dijon pour que la décision soit prise dans la soirée.
Mais je ne peux pas le joindre, dit Madame Prince. Il est parti, il est en route, il sera à la cour d'assises tout à l'heure. Ah, il faudrait absolument le trouver, il faudrait qu'il prenne le train de 12h32. Une voiture, d'ailleurs, l'attendra à la gare. Et s'il veut, il peut appeler le 147 à Dijon. Je suis le docteur Allinger. Bien, dit Madame Prince, je vais faire le maximum. Et puis, elle était là, ne sachant vraiment que faire, sachant son mari en route, lorsque on sonne, c'est Prince qui revient. Miraculeusement, il a oublié son porte-monnaie, alors Madame Prince l'avertit, il fait préparer immédiatement une valise, bien sûr il n'ira pas au tribunal, il est devenu tout pâle, et il dit à sa femme, je ne reverrai pas ma mère vivante. Madame Prince veut l'accompagner, mais non, ne viens pas, et déjà elle avait soumis cette idée au docteur Allinger, qui lui a dit, Madame, je ne vous conseille pas de venir, vous inquiéteriez votre belle-mère. Alors il part, Prince, il arrive à la gare de Lyon en avance. Dans sa valise, il a mis sa serviette et il pense travailler au rapport Lescouvet dans le train. Mais il téléphone de la gare de Lyon à sa femme en disant, tu sais, je suis en avance, alors je te téléphone. Je suis vraiment dans un triste état. Et il a cette phrase, je n'ai pas un poil le sec. Et figure-toi que je me suis en plus trompé de papier. Je n'ai pas les bons papiers pour le rapport Lescouvet. Enfin, tout va mal. Puis le train part à 12h32. Il arrive à 16h44 à Dijon. À 16h44, Prince descend du train. Or là, à partir de ce moment, on cherche, on tâtonne. Ce qui est certain, c'est que 4 minutes après l'arrivée du train, il est au bureau du télégraphe de la gare et il expédie un télégramme à sa femme. Un télégramme qui est ainsi conçu, arrivé, vu le docteur Allinger, état de ma mère le meilleur possible, consultation à 6 heures, vais à la clinique. C'est à peu près ça. Je résume. Signé Albert. 4 minutes. Est-ce que réellement un docteur ou quelqu'un se présentant comme un docteur avait pu l'accueillir au débarquer du train, lui avait parlé, lui avait expliqué l'état de sa mère, pour qu'il ait le temps ensuite d'entrer dans le bureau du télégraphe, de rédiger le télégramme, et celui-ci est enregistré 4 minutes après. Et puis il sort de la gare. Il n'y a pas de voiture, ça les témoins sont formels. Il n'y a que 2 voitures identifiées, une de la gendarmerie et l'autre conduite par un chauffeur qui vient chercher sa patronne. Il sort seul. Il va en face à l'hôtel Moreau, retient une chambre, dépose sa valise, ne monte même pas dans la chambre, prend sa serviette dans la valise et s'en va. Il est un peu moins de 17 heures, on ne le reverra pas. Alors évidemment, on va retrouver son cadavre et la question sera immédiatement posée partout dans l'opinion. Est-ce un crime? Est-ce un suicide? Si c'est un crime, c'est évidemment un crime politique. Le conseiller Prince avait promis au président Lescouvet des pièces définitives qui vous pouvaient perdre le procureur de la République Pressard, qui pouvait compromettre en même temps l'ex-président du Conseil Chotan, en même temps tout le personnel radical. Et certains n'hésitaient pas à dire on a voulu faire taire le conseiller Prince. Et le premier président Lescouvet était de ceux-là qui disaient le jour où le conseiller Prince est entré dans mon bureau pour dénoncer M. Pressard, il a signé son arrêt de mort. Alors, on imaginait que ce coup de téléphone avait été donné par l'un des instigateurs de l'assassinat parce qu'on avait su très rapidement que la mère du conseiller Prince n'était pas du tout malade, qu'il n'y avait pas de docteur Allinger, mais Éringer, et que le docteur Éringer n'avait nullement téléphoné. Alors c'était un piège. Prince était tombé dans le piège, il avait trouvé ses assassins à Dijon, qu'il avait conduits directement au lieu de l'assassinat. Alors on s'attachait bien sûr aux autopsies. Il y a eu 3 autopsies. Elles divergent dans les détails, mais elles sont semblables dans les conclusions. Toutes les 3 concluent au crime. Impossible qu'il y ait suicide. Simplement, les premiers médecins, les médecins dijonnais, disent que Prince a été tué
déjà morts. Les seconds médecins, les médecins parisiens, et parmi eux les plus grands experts de l'époque, le professeur Balthazar par exemple, le professeur Pied-de-Lièvre et le docteur Paul, les médecins parisiens disent qu'il a été anesthésié. Et ils trouvent des traces de cette anesthésie dans le corps. Un troisième expert, lui, le professeur Cohn à Brest, ne trouve pas trace de cette anesthésie. Mais vous savez, les experts sont ainsi. Ce qui est important, c'est que tous concordent, toutes les expertises concordent, il y a crime. Il y a la famille aussi. La famille Prince qui s'écrie, mais non, ça n'est pas vrai. Notre père ne s'est pas suicidé. Il y a Madame Prince, la mère, qui proclame devant la presse, on a tué mon fils. Il y a le fils Prince, il y a Madame Prince, l'épouse du conseiller, et tous ils disent c'est impossible. C'est impossible parce que le conseiller Prince, les jours précédant la mort, était gai, heureux, content. Il était allé avec sa famille chez Lippe, il plaisantait. Il avait conduit sa future belle-fille, la fiancée de son fils, aux assises, lui avait montré le tribunal. On devait aller le lendemain voir L'Homme invisible au cinéma, en famille. Est-ce que tout cela, c'est un climat de suicide? Mais non, disait la famille. Alors, la famille disait qu'il s'agissait d'un crime, et le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, emboîta le pas et déclara « C'est bien un crime, nous sommes en présence d'une mafia qui exécute tous les gêneurs. » Alors un crime, il fallait en trouver l'auteur ou les auteurs. Et c'est alors que va entrer en scène l'inspecteur Bonny. L'inspecteur Bonny, dont le nom avait été prononcé au moment d'une affaire curieuse, l'affaire du couteau. On avait trouvé près du cadavre, à la Combe-aux-Fées, un couteau ensanglanté. Pourquoi ensanglanté? On n'en sait rien, étant donné que les autopsies confirmeront qu'il n'y a eu aucune blessure à l'arme blanche. Enfin, il y avait couteau. On a cherché d'où venait ce couteau. On a trouvé, il avait été acheté le 17 février au bazar de l'Hôtel de Ville. Il y avait une dame qui était là au moment où on vendait ce couteau. On lui a présenté des photographies de tous les gens qui, de près ou de loin, pouvaient avoir un rôle dans l'affaire Prince ou l'affaire Stavisky. Et parmi ces photos, il y avait la photo du conseiller Prince. Et cette dame a reconnu le conseiller Prince. Et oui, c'est lui qui avait acheté le couteau, disait-elle. Et puis quand on lui dit c'est Prince, elle dit ah oui, mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai vu la photo de Prince dans les journaux. Et elle désigne une autre photo. Cette photo, c'est la photo de l'inspecteur Bonny, personnage singulier, assez louche, toujours dans les avenues du pouvoir, qui rendait service au ministre s'il le faut, qui a traficoté avant, pendant et après l'affaire Stavisky, qui a arrêté Arlette Stavisky, qui a remis les talons de chèque de Stavisky que lui avait remis l'un des complices de Stavisky. Alors ce jour-là, le garde des Sceaux, M. Chéron, l'a baptisé le premier policier de France et lui a confié l'enquête. Et Bonny a déclaré qu'il trouverait tout de suite les assassins. Alors évidemment, la presse attendait. Elle a attendu longtemps. Elle en avait un peu assez d'attendre, la presse, sachant à quel point l'opinion était surexcitée. Alors les grands journaux ont voulu faire leur enquête eux-mêmes. C'est ainsi que le Matin a engagé un vieux dur à cuire de la police en retraite, le brigadier Riboulet. Riboulet est parti pour Dijon. On a annoncé à grand son de trompe une série d'articles retentissants de Riboulet. Le premier article paraît et on ne voit jamais les autres. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est que Riboulet conclut au suicide. Le journal Paris Soir, lui, engage des détectives anglais sous la conduite de Sir Basil Thomson, l'ancien chef de l'intelligence service pendant la guerre. Les policiers partent pour Dijon, sauf Sir Basil Thomson qui s'arrête à Dinard, on ne sait pas pourquoi. Enquête, le Paris Soir publie régulièrement des télégrammes, nous enquêtons, c'est très laconique, c'est très britannique, mais enfin c'est très impressionnant. Et puis aucun article ne paraît, parce que, tout simplement, les Anglais concluent à quoi? Au suicide. Et tous ces journaux qui savent que l'opinion attend le crime n'ont pas très envie qu'on parle de suicide, alors on étouffe. Il y a également Georges Simenon qui a été engagé par Paris Soir, et aussi le fils de Gaston Leroux. Alors Georges Simenon, lui, enquête dans la pègre parisienne, parce que, d'après lui, l'affaire Prince est la suite de l'affaire Stavisky. Stavisky était un homme du milieu, un homme de la pègre, et c'est donc dans la pègre qu'on trouvera
Et il trouve Simon. Il rencontre dans un restaurant de l'avenue de Wagram un curieux personnage, assez haut en couleur, qui s'appelle Gaëtan de Lusatz, qu'on appelle le baron. Il est intime avec beaucoup de grands truands de l'époque. Il a eu beaucoup d'ennuis autrefois en Angleterre. Et Lusatz laisse entendre qu'il sait des choses. Alors Simon se lie avec Lusatz, attend de lui beaucoup, et justement son enquête se recoupe avec celle de Bonny, qui lui, par un indicateur, il est tout à fait entouré d'indicateurs, qui sont d'ailleurs ses amis intimes, Bonny. Et un indicateur nommé Angelo lui signale que les assassins sont Lusatz, Carbone et Spirito, Carbone et Spirito étant deux truands marseillais célèbres. Alors Bonny arrête tout ce monde-là. Et puis il y a des témoins à Dijon qui disent on les a vus à Dijon le jour du crime, on va les reconnaître. Alors on les transfère à Dijon et naturellement la confrontation échoue, on ne les reconnaît pas du tout. Les journalistes qui sont à Dijon, Flash et Turgis m'auraient raconté ça il y a quelques jours. C'est une immense rigolade. On s'amuse comme on ne s'est jamais amusé, c'est un vaudeville et évidemment Spirito, Carbone et Lusatz, qui sont des rigolos, s'amusent, commandent le champagne, offrent le champagne aux policiers. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a rien contre eux. Ils sont parfaitement innocents, on le pense, et on les libère. Et Bonny en est pour sa confusion. Bonny qui va se retrouver d'ailleurs quelque temps plus tard en prison pour corruption. Décidément, ce Bonny est un fantaisiste, ça n'est pas un homme sérieux. C'est d'ailleurs bien autre chose peut-être. Il est temps d'arriver aux choses sérieuses. Parce que où en est l'affaire Prince? Eh bien, à Dijon, on enquête toujours. À Dijon, sur la voie ferrée, les enquêteurs se rendent régulièrement. À Dijon, les juges succèdent aux juges. Les avocats succèdent aux avocats. Et on ne trouve naturellement rien de plus. La gare de Dijon n'apporte rien. L'hôtel Moreau n'apporte rien. On lit dans les journaux tous les jours les progrès de l'affaire, mais il n'y a pas beaucoup de progrès. Et puis surtout, on se rend à la Combeaufait, qui est devenue une sorte de pèlerinage. Est-ce que là, comme disent certains témoins, une voiture ne se serait pas arrêtée vers 19h15, le soir du 20 février? Est-ce qu'un homme n'en aurait pas été tiré, comme l'affirment d'autres témoins? Est-ce qu'une voiture n'a pas amené là un homme qui se disputait avec les autres, comme pensent encore d'autres témoins? On cherche, on recueille des indices, on n'en trouve pas. D'ailleurs, on en cherche des indices, mais on n'en trouve pas. Et c'est l'éternel problème. Il est temps d'en sortir. Et c'est alors qu'on va nommer le commissaire Guillaume, assisté de 2 inspecteurs, lesquels vont se livrer à une nouvelle enquête à partir de zéro. Et il faut tout de même parler du rapport du commissaire Guillaume, qui peut être critiqué sur certains points, mais qui sur d'autres est très remarquable. Le commissaire Guillaume, d'abord, enquête sur la vie privée du conseiller Prince. Et il révèle que le conseiller Prince avait une amie intime, liaison d'ailleurs platonique. On retrouve cette amie intime, Madame Nolin, et celle-ci donne une peinture du conseiller Prince quelques jours avant sa mort, très différente de celle de la famille. Elle dit qu'au contraire, il était à bout de nerfs, proche de la dépression nerveuse. Le commissaire Guillaume a retrouvé également Geffroy, secrétaire de la section financière du parquet, auprès de laquelle était venu enquêter Prince. Il avait demandé les dossiers, mais il les avait à peine regardés. Et la dernière fois, il avait sorti les dossiers, s'était penché sur les dossiers sans les ouvrir, d'un air désemparé, d'un homme qui est revenu de tout, et puis il avait rendu le dossier. Voilà ce que révèle le commissaire Guillaume. Et puis il révèle aussi que le conseiller Prince avait des ennuis d'argent. Il avait vendu pour 300 000 francs de titres.
Il ne restait plus que 5 000 francs à son compte en banque. Et puis également, ce que révèle le commissaire Guillaume, c'est que Prince avait quelquefois des tendances à raconter des choses qui n'avaient pas été. C'est ainsi qu'il avait juré à sa famille avoir rencontré le président du Conseil, et nous savons qu'il ne l'a jamais rencontré. Monsieur Didier Durand me le confirmait il y a quelques jours. Et puis aussi, il y avait cette étrange coïncidence du coup de téléphone et des télégrammes. Car enfin, le docteur qui s'occupait, le médecin qui s'occupait de Madame Prince, c'était le docteur Éranger, c'est vrai, Éranger. Mais pourquoi la voix qui avait téléphoné à Madame Prince à Paris, s'était-elle trompée? Avait-elle dit Allinger? Et pourquoi dans son télégramme, Monsieur Prince faisait la même faute et écrivait aussi Allinger? Et puis enfin, s'il y avait eu assassinat, pourquoi les assassins auraient-ils tenu un pari aussi difficile? Car enfin, il fallait vraiment une série de coïncidences extraordinaires pour que ça réussisse. Il fallait d'abord qu'il oublie son porte-monnaie, qu'il revienne. Sans ça, il n'aurait jamais pris le train de 12h32. Et les assassins auraient pu toujours l'attendre à la gare. Et puis Madame Prince pouvait venir. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors tout ça est tout de même bien troublant. Et puis enfin, si on avait voulu supprimer le conseiller Prince, pourquoi ne pas l'avoir fait à Paris? Pourquoi l'avoir attiré à Dijon? On pouvait faire ça dans les environs de Paris. Et puis aussi, disait le commissaire Guillaume, pourquoi l'avoir supprimé? Il faut tout de même une raison à tuer quelqu'un. Est-ce que c'est parce qu'il avait des lettres de Pressart? Mais enfin, tout de même. Si en effet il y avait des lettres de Pressart, eh bien c'était un peu embêtant pour Pressart, mais ça n'était pas pendable. Pressart a dit lui-même devant les Scouvets, il y avait 100 000 affaires par an au parquet, je ne pouvais pas les suivre toutes. On aurait dit que M. Pressart était un magistrat léger, mais pas automatiquement un magistrat criminel. Alors est-ce qu'on tue un homme pour ça? Est-ce qu'on imagine Pressart, procureur de la République, et Chautemps, ancien président du Conseil, appelant des assassins à gages et disant vous allez tuer Prince? Ça semble invraisemblable, nous dit Guillaume. Et à la fin de son rapport, il rassemble tout ce qui peut tendre au suicide, et pourtant il ajoute il y a les autopsies. C'est vrai, il y a les autopsies. Et les autopsies concluent au non-suicide, elles concluent au crime. En somme, Guillaume résume sa position, tout incline au suicide. Mais il y a les autopsies. Alors voilà. Est-ce que nous devons admettre que ces expertises puissent balancer des arguments qui militent presque tous, disons-le, pour le suicide? Armand, Henri Flash et Edmond Tourgis, qui étaient à Dijon, m'ont dit tous les camarades journalistes qui arrivaient à Dijon croyaient au crime en arrivant. 2 jours après, ils étaient persuadés du suicide. Tous sauf un, et il y en a eu des dizaines, un qui était André Salmon, qui a cru au crime jusqu'au bout. Alors si tous ces journalistes croyaient au suicide, c'est qu'il y avait tout de même une raison. Alors je pense que nous aurions beaucoup de raisons, nous aussi, de croire au suicide. Et pourtant, en 1946, un certain Francis André, condamné à mort à Lyon, fait une déclaration. Il déclare « Je sais que le conseiller Prince a vraiment été assassiné ». Au même moment, M. Raymond Prince se rend à Lyon auprès d'un condamné à mort. Est-ce le même? Je ne sais pas. Lui non plus ne le sait pas. Il sait seulement que ce condamné à mort, il n'a retenu que son pseudonyme qui était Gueule Tordue. Et c'est à vous que je pose la question. Certainement, certains d'entre vous ont la réponse. Est-ce que Francis André et Gueule Tordue, c'est le même personnage? Alors Gueule Tordue lui dit, voilà ce qui s'est passé. Carbone a été tué dans
un attentat de chemin de fer en 1944. Doriot m'a envoyé sur les lieux. J'ai rassemblé les papiers de Carbone. Il y avait dans ces papiers des papiers ayant appartenu au conseiller Prince. Mais encore, Bonny, qui va, pendant l'occupation, devenir le plus infâme des collaborateurs, l'un des chefs de la Gestapo française, avec le sinistre Lafont, la bande Bonny-Lafont, vous connaissez, les caves à torture de la rue Lauriston. Bonny, condamné à mort. Au moment où il va à la mort, rencontre le docteur Paul et lui dit « Docteur, je me suis confessé. J'ai communié. Je vais mourir. Pourquoi je mentirais? Alors à vous, je vais le dire. Prince a bien été assassiné. Mais encore. Ce matin même, je vous le disais, M. Robert Laffont, et je l'en remercie, m'appelait pour me dire que il avait entre les mains le manuscrit de la vie de Bonny par son fils. Le fils de Bonny ayant recueilli les confidences de son père. Et dans ce manuscrit figure un aveu, exprimé ici pour la première fois. Bonny s'accuse d'avoir tué lui-même le conseiller Prince. Alors, est-ce que tout cela coïncide? Si on nous dit que c'est Carbone et Spirito et Bonny, pourquoi Bonny a-t-il arrêté Carbone et Spirito? D'autre part, est-ce qu'il était normal en 1944 que Carbone continue à balader sur lui les documents de l'affaire Prince? Il y a là des obscurités. Est-ce que Bonny, au moment de mourir, n'a pas voulu, l'homme qui avait tout embrouillé si souvent, est-ce qu'il n'a pas voulu tenter une dernière embrouille? Ce serait superbe. On ne sait pas. Je crois qu'il faut, comme Flash et Turgis, dire il y a au moins 70% de chances pour le suicide, peut-être quand même 30% de chances pour le crime. De toute façon, il reste que le conseiller Prince est un symbole. Le symbole d'une époque qui n'est pas belle. Le symbole d'une république qui n'est vraiment pas celle de nos rêves. Et puis aussi que le conseiller Prince est une victime. La dernière victime d'un escroc qui avait trop d'amis, Alexandre, dit Stavisky.